Bonjour et bienvenue à cette présentation sur les périphériques et topologie d'un réseau. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les éléments essentiels qui composent un réseau informatique et les différentes manières d'interaction entre ces éléments. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà des connaissances en réseau, cette présentation vous permettra de mieux comprendre le rôle crucial des périphériques réseau, les différentes topologies utilisées et les meilleures pratiques pour assurer un réseau fiable et sécurisé. Nous allons suivre un plan bien structuré. On commence par une introduction aux composants d'un réseau, en abordant bien sûr les différents types d'appareils et leurs rôles respectifs. Ensuite, on va explorer les topologies et leurs représentations afin de comprendre comment les réseaux sont organisés. Nous allons voir également comment rendre un réseau fiable en discutant des concepts de tolérance aux pannes et d'évolutivité. Puis, on va aborder la sécurité des réseaux, qui est un sujet critique pour protéger les données et assurer une utilisation optimale des ressources réseau. Enfin, on va conclure avec un récapitulatif des points clés à retenir. Un réseau est composé de nombreux appareils appelés hôtes, qui jouent différents rôles en fonction de leur configuration et de leur fonctionnalité. Un hôte est tout simplement tout périphérique connecté au réseau qui peut envoyer ou recevoir des données. Nous avons principalement deux types d'hôtes dans un réseau qui sont les serveurs et les clients. Les serveurs sont des machines spécialement configurées pour fournir des services aux autres appareils. Par exemple, un serveur de messagerie qui stocke et gère les emails envoyés et reçus par des utilisateurs. On peut citer aussi un serveur web qui héberge des sites accessibles via Internet et ainsi de suite. De l'autre côté, les clients sont les appareils qui envoient des requêtes au serveur pour accéder aux ressources, par exemple, comme consulter une page web ou télécharger un fichier, etc. Donc, cette interaction entre serveur et client est essentielle pour le bon fonctionnement de notre réseau. Dans une architecture réseau de type pair à pair ou bien peer-to-peer, chaque appareil connecté peut agir à la fois comme un client et comme un serveur. Donc, contrairement à l'architecture client-serveur traditionnelle où les serveurs sont centralisés, un réseau pair à pair est distribué, ce qui signifie que les ressources peuvent être partagées directement entre les différents appareils sans passer par un serveur central. Ce type de réseau est particulièrement utile pour les petites entreprises ou les réseaux domestiques, si vous voulez, où la simplicité et la facilité de mise en œuvre sont prioritaires. Cependant, il présente certaines limites, notamment en termes de sécurité et de contrôle des données. Un exemple courant de réseau pair à pair est le partage et l'échange de fichiers entre les ordinateurs via des logiciels. Afin de mieux comprendre la différence, sur cette diapositive, nous avons une illustration comparative des deux principales architectures réseau, le modèle client-serveur d'un côté et le modèle peer-to-peer. Dans un réseau client-serveur, un ou plusieurs serveurs centraux fournissent des services et des ressources aux clients. Ici, le serveur est responsable de la gestion des ressources, de l'authentification des serveurs et de la sécurisation des données. Cette architecture est couramment utilisée dans les entreprises, les institutions éducatives et les services web. Par exemple, lorsque vous accédez à un site web ou vous envoyez un mail, vous utilisez une architecture client-serveur où vos requêtes sont envoyées à un serveur distant qui traite la demande et renvoie les données appropriées. D'un autre côté, l'architecture peer-to-peer permet au périphérique du réseau d'agir à la fois en tant que client et serveur. Donc ici, chaque appareil
peut demander des ressources et partager ses propres ressources avec les autres. Donc, ce modèle est plus adapté aux petits réseaux où la gestion centralisée n'est pas nécessaire. Par exemple, le partage de fichiers via des plateformes comme BitTorrent fonctionne sur un modèle peer-to-peer, permettant donc aux utilisateurs de télécharger des fichiers à partir de plusieurs sources simultanément. En résumé, la principale différence entre ces deux architectures réside dans la centralisation des ressources et la gestion. Le modèle client-serveur est idéal pour les grandes organisations nécessitant une gestion centralisée et sécurisée, tandis que le modèle peer-to-peer est préférable pour des utilisations plus informelles et locales. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de ces architectures, il est important de savoir que tout réseau est constitué de deux catégories principales d'appareils. Nous avons les appareils terminaux qui envoient et reçoivent les données et les appareils intermédiaires qui facilitent leur transmission. Nous allons explorer ces concepts en détail dans les prochaines diapositives. D'abord, les appareils terminaux sont les dispositifs qui constituent les points de début et de fin d'une communication sur un réseau. Ce sont ces appareils qui envoient et reçoivent les données via le réseau. Les exemples les plus courants d'appareils terminaux incluent les ordinateurs portables, les smartphones, les imprimantes réseau et même les caméras IP. Lorsqu'un utilisateur envoie un email, son ordinateur agit comme un appareil terminal en transmettant les données vers le réseau qui les achemine ensuite vers un autre appareil terminal tel qu'un smartphone ou un autre ordinateur. Comprendre les appareils terminaux est essentiel pour diagnostiquer les problèmes de connexion et optimiser les performances réseau. En plus des appareils terminaux, un réseau comprend des appareils intermédiaires qui assurent la transmission et la gestion des données. Ces appareils tels que les routeurs, les commutateurs, les points d'accès sans fil et les pare-feux jouent un rôle clé dans la gestion des flux de données entre les différents périphériques. D'accord? Par exemple, un routeur est chargé de diriger les paquets de données vers leur destination finale en utilisant les meilleures routes disponibles. Un commutateur, lui, il connecte plusieurs appareils au sein d'un même réseau local et permet une communication efficace en dirigeant les données uniquement vers les appareils concernés et ainsi de suite. Les dispositifs intermédiaires, donc, sont essentiels pour assurer une communication efficace et sécurisée entre les appareils terminaux. En plus des appareils terminaux et des appareils intermédiaires, la communication sur un réseau nécessite un support physique ou sans fil pour transmettre les données d'un point à un autre. Ces supports peuvent être classés en trois grandes catégories: les câbles en cuivre, la fibre optique et les technologies sans fil comme le Wi-Fi. Les câbles en cuivre, comme les câbles Ethernet, sont les plus courants dans les réseaux domestiques et d'entreprises en raison de leur faible coût et de leurs installations relativement simples, alors que la fibre optique offre des vitesses de transmission beaucoup plus élevées et elle est utilisée pour des connexions à longue distance. Enfin, les technologies sans fil permettent une grande flexibilité et mobilité, ce qui est idéal pour les environnements où le câblage est difficile ou bien coûteux. Maintenant, pour comprendre et gérer efficacement un réseau, il est important d'utiliser des schémas et diagrammes de topologie. Ces représentations visuelles permettent d'illustrer les connexions entre les appareils et de mieux comprendre la structure du réseau.
Ces diagrammes sont des outils essentiels pour les administrateurs réseau, leur permettant d'identifier rapidement des points de défaillance potentiels et d'optimiser les performances du réseau. Il est donc important de maîtriser certains concepts clés qui permettent de visualiser et de configurer les connexions entre les différents appareils. Les éléments fondamentaux à connaître ici, on mentionne la carte réseau ou bien le NIC pour Network Interface Card, qui est un composant matériel qui permet à un appareil de se connecter à un réseau. Chaque carte est associée à une adresse MAC unique. On va parler après avec plus de détails à propos des adresses MAC. Donc, ces adresses sont tout simplement des adresses, ce qu'on appelle des adresses physiques qui identifient l'appareil au sein du réseau local. Donc, cette carte-là joue un rôle crucial dans la communication en assurant l'envoi et la réception des données. Par exemple, un ordinateur de bureau, la carte réseau, c'est elle qui est responsable de la connexion Ethernet ou Wi-Fi. Ensuite, nous avons le port physique qui est un point d'accès sur un périphérique réseau où les câbles sont connectés. Donc, ces ports permettent la transmission des données via des connexions filaires comme les câbles Ethernet RG45. Il est important à noter ici que les équipements réseau disposent de plusieurs ports pour permettre des connexions simultanées à plusieurs appareils. En plus des ports physiques, on distingue les interfaces qui représentent la connexion logique entre un périphérique et le réseau. Elle peut être soit physique comme un port Ethernet ou virtuelle comme une interface VLAN. Les interfaces permettent aux administrateurs de configurer les adresses IP, les règles de routage et d'autres paramètres essentiels pour assurer la communication sur le réseau. Il est important ici de noter que les termes port et interface sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils ont des significations légèrement différentes selon le contexte. Par exemple, un port physique est un point de connexion matériel, tandis qu'une interface peut être configurée via un logiciel pour gérer le trafic réseau. Les diagrammes de topologie sont des représentations essentielles pour comprendre et analyser un réseau informatique. Ces diagrammes sont divisés en deux catégories principales, la topologie physique et la topologie logique. La topologie physique représente l'agencement réel des câbles, des commutateurs, des routeurs et des autres équipements matériels du réseau. Par exemple, dans un réseau d'entreprise, la topologie physique montrerait où chaque câble est installé et comment les appareils sont physiquement connectés. On peut même mettre ici les numéros de chambre ou bien de département et ainsi de suite pour montrer l'emplacement physique exact des équipements. Cela est particulièrement utile lors de la mise en place ou de la maintenance du réseau. D'un autre côté, la topologie logique se concentre sur la manière dont les données circulent entre les appareils. Elle met en évidence les adresses IP, les sous-réseaux et les chemins empruntés par les paquets de données. Ces deux types de diagrammes sont souvent utilisés ensemble pour assurer une gestion efficace du réseau et faciliter le dépannage en cas de problème. Bien sûr, pour le diagramme de topologie logique, on peut par exemple diviser notre réseau en plusieurs sous-réseaux, par exemple un sous-réseau pour chaque département et ainsi de suite. L'architecture réseau fait référence aux technologies et aux structures
qui permettent de faire circuler les données de manière efficace et sécurisée sur un réseau. Elle est conçue pour répondre à plusieurs exigences clés, notamment la tolérance aux pannes, l'évolutivité, la qualité de service et la sécurité. Une architecture bien pensée doit être capable de gérer des volumes croissants de trafic tout en assurant un niveau de performance optimal. Par exemple, un réseau d'entreprises doit pouvoir supporter des centaines d'employés utilisant simultanément des applications critiques sans subir de ralentissement. Nous allons voir en détail comment chaque caractéristique contribue à une architecture réseau efficace et comment les concepteurs peuvent assurer une communication fluide et fiable. La tolérance aux pannes est un aspect fondamental de l'architecture réseau qui permet au réseau de continuer à fonctionner même en cas de défaillance d'un composant. Cela est réalisé en mettant en place des chemins redondants et des mécanismes de communication automatique. Par exemple, dans un réseau d'entreprise, plusieurs connexions Internet peuvent être mises en place via différents fournisseurs pour assurer la continuité des services en cas de panne de l'un des fournisseurs. De plus, les commutateurs et les routeurs peuvent être configurés pour basculer automatiquement vers des itinéraires alternatifs si un chemin principal devient indisponible. En utilisant des protocoles comme le Spanning Tree Protocol, le fameux STP, ou le protocole redondance de protocole VRRP, les administrateurs réseau peuvent garantir que les interruptions du service sont minimisées, offrant ainsi une expérience utilisateur continue. Un réseau évolutif est conçu pour s'adapter à la croissance des besoins de l'organisation sans compromettre ses performances. Il doit être capable d'intégrer de nouveaux utilisateurs, de nouveaux périphériques et applications de manière transparente. Par exemple, une entreprise qui démarre avec 50 employés doit être en mesure d'étendre son réseau à 500 employés, sans nécessiter de modifications majeures dans l'infrastructure existante. Pour atteindre cette évolutivité, les concepteurs de réseau utilisent des technologies telles que les VLAN pour segmenter efficacement le trafic et les services cloud qui permettent d'étendre les capacités de stockage et de traitement sans nécessiter d'investissement matériel lourd. L'évolutivité est donc ici essentielle pour éviter les coûts inutiles et assurer une transition en douceur lors de l'expansion de l'organisation. La qualité de service est un élément clé pour assurer que les applications critiques reçoivent la bande passante et la priorité dont elles ont besoin. Cela est particulièrement important pour les services qui nécessitent une faible latence comme la voix sur IP et la vidéoconférence. Dans un réseau sans qualité de service, tous les types de trafic sont traités de la même manière, ce qui peut entraîner des interruptions ou des ralentissements pour des applications essentielles. Avec la qualité de service, les administrateurs peuvent attribuer des priorités différentes en fonction de l'importance du trafic. Par exemple, les flux de vidéos en direct peuvent être configurés pour avoir une priorité plus élevée que les téléchargements. Par exemple, les téléchargements du fichier ne sont pas finalement urgents, comme la vidéoconférence. Les mécanismes de qualité de service, comme le marquage de paquets et la gestion de files d'attente, permettent ainsi de contrôler et de prioriser le trafic en fonction des besoins de l'entreprise.
Enfin, la sécurité des réseaux est une préoccupation majeure dans le monde connecté aujourd'hui. Elle vise à protéger les infrastructures, les appareils et les données contre les menaces internes et externes. La sécurité d'un réseau repose sur plusieurs couches de protection, comprenant la sécurité physique qui empêche l'accès non autorisé aux équipements et la sécurité logicielle qui protège contre les cyberattaques. Les objectifs clés de la sécurité sont la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. Par exemple, la confidentialité garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données sensibles, tandis que l'intégrité s'assure que les informations ne sont pas modifiées de manière non autorisée en cours de la transmission. Des outils comme les pare-feux, les antivirus, le chiffrement et les contrôles d'accès jouent ici un rôle essentiel dans la protection des réseaux modernes. La sécurisation d'un réseau implique l'utilisation de protocoles, de technologies, de périphériques, d'outils et de techniques permettant de sécuriser les données et de limiter les risques. Les données sont exposées à diverses menaces, qu'elles soient internes ou externes. Les menaces externes incluent des attaques par déni de service, des virus, des vers informatiques et des attaques de type 0D, ou même des vulnérabilités qui sont exploitées avant qu'elles ne soient corrigées. En revanche, les menaces internes telles que l'accès non autorisé par des employés malveillants ou des erreurs humaines peuvent également avoir des conséquences graves. Il est donc essentiel d'avoir une politique de sécurité robuste qui couvre tous les aspects de la protection, en allant de la sensibilisation des utilisateurs à la mise en place de systèmes avancés de détection des intrusions. Pour protéger un réseau contre les menaces, il est essentiel de mettre en œuvre différentes solutions de sécurité adaptées à la taille et aux besoins de l'organisation. La sécurité doit être abordée sous plusieurs angles, combinant les mesures matérielles et logicielles. Les pare-feux, par exemple, jouent un rôle clé en filtrant le trafic entrant et sortant pour empêcher tout accès non autorisé. Les antivirus et logiciels anti-espions détectent et éliminent les programmes malveillants qui pourraient compromettre le réseau. D'autres solutions, incluant les systèmes de prévention des intrusions qui surveillent le trafic réseau pour identifier et bloquer les menaces en temps réel. Et aussi, on peut mentionner les VPN, les réseaux privés virtuels, si vous voulez, qui garantissent des connexions sécurisées pour les utilisateurs distants, et ainsi de suite. Pour les grandes organisations ou les grandes entreprises ou même les infrastructures critiques, des solutions de sécurité avancées doivent être mises en place afin de prévenir les attaques sophistiquées et assurer une protection robuste des données. Ces solutions incluent l'utilisation de listes de contrôle d'accès, les ACL, pour limiter l'accès à certaines ressources réseau en fonction des utilisateurs ou en fonction des adresses IP autorisées. Donc, les systèmes de protection contre les intrusions ici permettent aussi de repérer des comportements suspects et d'agir en conséquence. Les réseaux segmentés à l'aide de VLAN aussi sont une stratégie efficace pour limiter la propagation plutôt d'une éventuelle attaque en compartiment notre réseau. Enfin, les solutions basées sur l'intelligence artificielle aujourd'hui permettent d'analyser en temps réel les flux de données
et de détecter les anomalies pouvant révéler une attaque en cours. La sécurité d'un réseau ne repose pas uniquement sur les solutions logicielles, mais également sur la protection physique des infrastructures. Il est crucial donc de contrôler l'accès aux locaux abritant les équipements réseau sensibles tels que les serveurs ou les routeurs. Donc, finalement, en combinant sécurité physique et logique, on garantit un niveau de protection optimal pour l'ensemble de notre réseau. Nous avons exploré en détail les composants fondamentaux d'un réseau, les différentes topologies, ainsi que les aspects cruciaux de la sécurité et de la gestion des infrastructures. Pour conclure, retenez que la conception d'un réseau efficace repose sur un choix judicieux des périphériques, une topologie bien adaptée aux besoins de l'organisation et des stratégies robustes de sécurité et de maintenance. Il est essentiel de toujours être vigilant face aux menaces et de mettre en place des mesures de protection proactives pour assurer la disponibilité et la fiabilité des services. J'espère donc que cette présentation vous aura permis de mieux comprendre les enjeux et les solutions liées au réseau informatique. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je serai ravi d'y répondre et de clarifier tout point qui pourrait nécessiter des explications supplémentaires. Merci pour votre attention et à bientôt.